Bonjour à toutes et à tous, et oui, c'est la rentrée également pour notre programme mensuel J'ai rendez-vous avec. Je le rappelle, c'est une coproduction mensuelle, tous les mois, donc entre Now Coworking et puis PNTV. L'émission, elle est préparée par Ludivine Bunel, elle est réalisée par Adrien Publi, et c'est en public. Voilà, on s'est bien aperçu que c'était en public. Bonjour Pierre-Marie Soulard. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas encore connu, mais je suis absolument certain, ça fait un peu Drucker ça, que vous allez être connu, le type qui devine que ça va marcher. Vous êtes un brasseur de bière, et vous allez voir cette très très belle aventure qui est celle qui démarre toute jeune, du tout jeune également, Pierre-Marie Soulard. Brasseur de bière en devenir. Ma question, tout d'abord, est-ce que vous n'avez pas soudainement beaucoup plus de copains depuis que tout le monde sait que vous allez brasser de la bière? Aussi, énormément. Ça marche aussi bien avec les filles. Ça marche avec les filles, brasseur de bière? Beaucoup, beaucoup. Les femmes sont des très grosses consommatrices de bière, et de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est pas un métier qui laisse indifférent, clairement. Bon. Une anecdote avec les filles? J'ai une copine. Bon, d'accord, donc on va être discret. Alors, juste avant de vous questionner sur cette thématique qui est la nôtre, chaque mois ici à No Coworking, qui est celle de la difficulté d'entreprendre, qui est celle, mais surtout de surmonter la difficulté, qui est celle aussi de l'échec et du rebond. Aujourd'hui, on sait très bien, on s'américanise de plus en plus, on sait que l'échec, il est structurant, l'échec, il sert, on est meilleur entrepreneur certainement quand on a échoué que quand on n'a pas échoué. En tout cas, on verra si c'est ce que vous pensez. Pierre-Marie, quelques éléments pour le public et puis aussi pour vous qui nous regardez. Vous avez donc 25 ans, traditionnelle affirmation, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais alors pour vous, je crois que c'est encore plus vrai que pour d'autres. Alors, vous êtes Bac+7, vous êtes une grosse tête, comme on dit, puisque vous avez fait l'école centrale et puis vous avez aussi un double diplôme de l'ESSEC Business School. Vous avez donc fondé au Houlme, tout près de Rouen, cette brasserie Ragnar. Encore une fois, je la qualifie d'en devenir, parce qu'on est au début de la phase d'entrepreneuriat. Vous êtes installé à Rouen, vous n'êtes pas normand, pas rouennais, vous êtes installé à Rouen il y a un an, en septembre 2018. Et puis, vous avez quand même, vous les revendiquez, des racines normandes familiales. Tout ça, c'est pour vous faire bien voir du coin. Et puis, bretonne. Alors, normand-breton, je ne sais pas ce que ça donne, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous allez puiser dans l'univers viking. Ça se voit d'ailleurs sur votre blouson. Il y a de l'emblème qui nous vient des Vikings pour lancer cette entreprise sur des fondements très identitaires régionaux. Et puis avec la volonté, en tout cas c'est ce que vous dites pour le moment, de faire du beau produit, de la belle qualité. Et puis travailler aussi dans l'innovation. S'agissant de votre entreprise et des produits, et puis développer aussi des événements. Voilà, avez-vous quelque chose à ajouter à cette présentation? C'est très complet et je vous remercie. Ça n'est que la réalité. Je tiens à revenir sur un point important, positivement identitaire. C'est-à-dire que le problème de l'image viking en Normandie en particulier ou en Europe, c'est que c'est souvent assimilé à l'extrême droite ou à ce genre de choses. Nous, on a voulu s'inspirer du côté tempétueux, du côté aventureux du viking, qu'on retrouve dans la mentalité normande aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, dans la mode, dans les arts. Et c'est ce vers quoi on a voulu se connecter en termes d'inspiration profonde. On a quand même l'impression qu'il y a une mode viking qui se développe. C'est-à-dire que les vikings, on les a laissés tomber dans la région normande depuis des années. Puis là, j'ai l'impression qu'on s'en réempare de plus en plus. D'ailleurs, vous en êtes la preuve. Mais écoutez, c'est très vrai. Pendant longtemps, c'était des figures qui étaient très captées par la scène métal. Oui. Vous le trouviez au Hellfest, et c'était plutôt de marge. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, sans être un grand gaillard de 2 mètres avec des bras saillants et une chevelure flamboyante, ce qui n'est pas mon cas. Et une belle barbe. Une belle barbe, j'y travaille. Et vous avez plus de difficultés que moi, en tout cas actuellement. Bon. Si vous voulez, sur cette image viking aujourd'hui, je pense qu'elle s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, aux Normands de souche qu'aux Normands récents, j'en suis un. Et ce qui est intéressant, c'est un peu comme en Écosse ou en Bretagne, les valeurs qui sont portées par cette civilisation. L'aventure, l'esprit d'équipe, la capacité effectivement à aller au-delà des frontières, à rencontrer d'autres cultures, l'audace. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée d'un garçon brillant, excusez-moi, c'est ce qui semble, qui est Bac+7, qui aurait, à mon avis, un tapis rouge qu'il n'aurait qu'à suivre pour rentrer dans un grand groupe, avoir une perspective de très beau plan de carrière. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller créer une brasserie au fin fond d'une région? Question, est-ce que ça n'est pas se créer une première forme de difficulté par rapport à un parcours qui pourrait rouler tout seul? C'est même une forme d'échec pour certaines personnes. C'est-à-dire que c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez travaillé pendant des années, vous avez passé des concours, des prépas, vous avez rencontré des tas de personnes intéressantes qui ont pu vous repérer et vous proposer des choses. Et en fait, du jour au lendemain, vous dites, moi je ne vais pas aller vers ça, je vais monter une entreprise dans un secteur qui était, il y a 5 ans quand j'ai eu l'idée, extrêmement embryonnaire, et vous le faites avec en plus le côté viking qui parfois ne rassure pas.
donne un côté brouillon, un côté oui, fou. Il n'y a pas qu'une image positive chez le Viking. Exactement. D'accord. C'est assez obscur. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure d'ailleurs. Complètement. Alors justement, vous dites c'est une forme d'échec, c'est marrant d'ailleurs votre façon de le formuler. Est-ce que c'est ce que pensent vos parents qui ont financé les études, j'imagine, même si vous avez peut-être travaillé un peu aussi là, vos parents ils vous disent pas, attends c'est quand même un peu dommage d'avoir fait cette formation Bac+7 et puis finalement tout ça pour commencer cette petite aventure artisanale, petite pour l'instant. Alors j'ai beaucoup de chance, j'ai des parents qui viennent de milieux assez modestes, qui eux-mêmes n'ont pas forcément eu l'opportunité de faire exactement ce qu'ils voulaient et qui comprennent très bien la notion de vocation, la notion d'appel. Ils vous soutiennent? À 100%. Sur la partie école, je me suis endetté, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ils m'aident actuellement, mais l'idée c'est que je les rembourserai évidemment plus tard. C'est plutôt une logique de, ils m'ont toujours dit, si tu veux faire un métier manuel, même après faire des études, on te suivra. Par contre, tu te donnes à fond et il faut que la vision soit cohérente. Et depuis 5 ans que j'ai cette vision, on l'a su, on l'a construit, on l'étoffe et ils continuent à me suivre jusqu'à maintenant. Alors, pour que vous, dans le public, et puis encore une fois, vous qui nous suivez, vous compreniez, on est, je l'ai dit, au début d'une aventure. L'idée, elle vient de 2015, on reviendra d'ailleurs sur d'où vient-elle, et puis opérationnellement, ça a commencé depuis tout juste 1 an, sachant que, expliquez-nous Pierre-Marie, vous ne produisez pas encore, vous avez commencé à travailler sur des premières recettes, produits tests, mais pour l'instant, il n'y a pas de produits à vendre. C'est exactement ça. En fait, nous, on s'est dit qu'on allait énormément travailler l'aspect R&D, pour parler vulgairement. Recherche et développement. Exactement. Tout ce qui est composition des recettes, le choix précis des plantes, la cohérence de ce qu'on mettrait sur l'étiquette avec le storytelling, Viking, que l'histoire ne soit pas que une toile de fond, mais qu'elle soit aussi un élément structurant et attesté de l'inspiration de nos recettes. On utilise une centaine de plantes et d'épices. Chacune de nos recettes a une justification historique. Pourquoi on utilise du genévrier dans notre blonde qui s'appelle la Junège? Parce que les moines l'utilisaient eux-mêmes il y a 1200 ans. C'était un aseptisant très puissant. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans le gin, la baie de genièvre ou le genévrier. Et nous, on a trouvé qu'il y a des propriétés gustatives assez fortes. Il y a peu de brasseries qui le font aujourd'hui en France. Quelques-unes en Savoie, on aime bien utiliser ce genre de plantes. En Normandie, c'est assez nouveau. On sait que dans les grandes écoles, souvent il y a de la fiesta, souvent l'alcool, malheureusement je dis parce que ça atteint quelquefois des niveaux un peu problématiques, coule à flot. Vous avez beaucoup consommé dans vos études avant d'en arriver à cette idée. Ça m'amène d'ailleurs ensuite, je tire le fil, d'où vient l'idée? Alors j'étais un profil plutôt sage en école de commerce. C'est-à-dire que je n'ai pas fait immédiatement une école de commerce. Je suis d'abord passé par la Sorbonne en histoire. Et je pense que j'ai gardé un côté fac, dans le sens où je suis allé en école de commerce, en plus avec l'endettement qui est lié, pour apprendre. Oui, alors ce qui est un peu de soirée, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, vous auriez pu devenir prof d'histoire. Complètement. Le projet aujourd'hui, avec cette dimension historique, qui ne vient pas de nulle part. Depuis tout petit, j'ai baigné dans l'histoire, dans une famille qui l'aime et où il n'y a personne qui a forcément travaillé dedans. J'ai un diplôme de chercheur en histoire de la Sorbonne. Et je voulais que l'histoire, un petit peu comme ce que fait M. Berne avec Secret d'Histoire, soit la toile de fond, le fil rouge de notre futur produit. Voilà. Mais le tout avec une certaine modernité. Donc là, on comprend d'où vient déjà une partie de l'idée. Mais alors, venons-en, et puis vous inquiétez pas, on va parler aussi des difficultés. C'est bien le sujet qui nous réunit chaque mois dans ce rendez-vous, j'ai rendez-vous avec. Cette idée d'entreprendre, encore une fois, qui vient un peu cogner, entrechoquer et s'entrechoquer avec la formation Bac+7, je le disais, où on vous attendrait plutôt ailleurs, cette idée de l'entrepreneur, avec des parents qui ne sont pas entrepreneurs, des parents cadres supérieurs, salariés de grandes entreprises, ça vient d'où? C'est comme si vous aviez ça chevillé au corps depuis longtemps, c'est ça qui est étonnant chez vous. En fait, je pense que ça vient des frustrations exprimées par chacun des membres de ma famille dans le monde du travail actuel, dont on voit bien qu'il bouge énormément. J'ai des parents, des grands-parents qui ont toujours eu un rapport à la fois très docile au travail, très bons exécutants, etc., mais une souffrance, l'incapacité à être libre dans leur travail, de faire ce qu'ils voulaient. Et je pense que j'ai baigné dedans inconsciemment depuis tout petit, et quand le choix s'est posé, j'ai pas eu un désir d'aller vers un grand groupe, j'ai pas eu envie d'être cadre, j'ai pas eu envie d'avoir une carrière, j'ai eu envie d'avoir une aventure pragmatique qui me permette d'en vivre, de rassembler des gens, parce que ça c'est quelque chose aussi que j'ai toujours vu autour de moi. J'ai des parents et des grands-parents qui ont toujours ramené des équipes, qui ont toujours fédéré, mais au service d'intérêts plus grands qu'eux. Et moi ce que je voulais c'était fixer des objectifs, et avec des gens qui me sont chers. On est 7 associés aujourd'hui dans l'entreprise, je donne des parts relativement facilement, parce que l'idée c'est de créer un collectif et d'aller ensemble chercher notre liberté et notre plaisir dans le travail. Et ça aujourd'hui, pas tous les salariés, loin de là, mais dans ma famille, c'était un rapport assez douloureux. Voilà. Et pourquoi
Pierre-Marie Soula, c'est quelqu'un qu'on a plaisir à avoir en ce mois de septembre, la reprise de ces rendez-vous, j'ai rendez-vous avec, parce que chez vous, vous savez, moi, des acteurs économiques, des entrepreneurs, j'en interviewe beaucoup depuis des années, et je ressens chez vous une très forte maturité, pourtant du haut de vos modestes 25 ans, très peu d'expérience ou quasiment pas, c'est étonnant cette espèce de maturité. On a l'impression presque que vous auriez été cadre supérieur chez Cronenbourg ou chez Fischer et qu'après 15 ans de bon lieu de service, l'idée vous vienne d'entreprendre dans la bière. Mais non, ça vient d'où cette forme de certitude? Ça m'amène aussi à une question, avez-vous des doutes? Je vais vous répondre en 2 temps. Mon seul CV professionnel avant cette expérience, c'est 12 mois chez Auchan, de nuit, au rayon logistique, vin, bière, où je voyais comment ça fonctionnait. J'ai vu ce que c'était de gagner 10 € de l'heure en travaillant de nuit avec des gens qui font ça depuis des décennies. J'ai vu que c'est pas forcément ce que je voulais, certes, mais ça m'a donné aussi la valeur de l'argent. Et également, c'est une des pistes en 2015 de l'idée, j'ai vu qu'il y avait un rayon qui se développait très fortement, qui était le rayon bière, et que les propositions, c'était majoritairement des bières industrielles, mais qu'on allait vers davantage de saveurs, etc. Les doutes, ils sont liés au fait qu'aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie, que j'ai des associés qui me suivent avec une grande fidélité, mais ça me rajoute une forme de pression aussi, puisqu'ils dépendent de moi pour leur salaire à venir également. Les doutes, c'est est-ce qu'on fait ça de la bonne façon? Est-ce qu'on n'est pas, avec notre racine viking, un peu trop poussiéreux? Est-ce qu'on va réussir à toucher le cœur des Normands? Ou est-ce que le Normand, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres endroits dans le monde, il est plus si enraciné que ça? Ça, c'est un vrai défi. Réussir, finalement, à toucher une âme séculaire que beaucoup de Normands ont oubliée, contrairement aux Bretons, justement, ou aux Écossais. Et donc, on participe d'un mouvement qui n'est pas évident, qui consiste à remettre dans l'esprit de chacun qui se mêle une Valkyrie ou un Viking, le tout avec subtilité, modernité. Alors, vous le dites, hein, encore une fois, brasserie Ragnar, là, ça va démarrer. D'ailleurs, ça va démarrer quand, opérationnellement? Quand est-ce qu'on va produire? Quand est-ce qu'on va pouvoir consommer? C'est ça qui nous intéresse. Alors, je vais vous parler en entrepreneur, en chef d'entreprise et un peu moins en brasseur. On a des machines qui sont très techniques, qui sont faites sur mesure, produites en Italie, en Bourgogne et en Allemagne. On les commande juste après cette interview, donc on a bouclé tout ce qui était plan de financement. On espère une ouverture en janvier 2020. Les délais sont entre 3 et 6 mois pour la livraison. Donc à ce stade-là, j'aurai la réponse dans quelques heures, mais pas maintenant. Oui, et après, il faut mettre en place l'outil industriel. Exactement. Donc tout checker, il y a énormément de difficultés. Ça, c'est très important de le dire. Vous parliez des amis du côté glamour du secteur. Faire de la bière, sur le papier, c'est simple. Quand vous allez dans un bar, il y en a partout dans le monde. C'est un produit très compliqué aujourd'hui, surtout si vous voulez faire de la qualité. Très gourmand en capitaux, très gourmand en compétences et surtout en stress, puisque vous avez des machines qui sont très sensibles, etc. Donc ce n'est pas un entrepreneuriat facile. On n'est pas sur du dématérialisé. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Tous les jeunes de votre génération, je le répète, vous avez 25 ans, qui sortent de ces belles études, bon, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ils ont envie de vivre l'aventure numérique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux encore inventer pour développer une appli, une de plus, certaines d'ailleurs qui périront rapidement dans les mois ou années qui suivent. Et vous, en fait, on a prononcé le mot industriel tout à l'heure. Vous êtes en fait finalement un cas assez rare. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un start-upper industriel. C'est pas forcément évident. Enfin, les gens comme vous, encore une fois, tous vos collègues de Centrale ou de l'ESSEC, ils vont vers le numérique et vous allez vers l'industrie. C'est une forme de difficulté aussi. Exactement, encore une fois. Nous, on aime bien se définir comme des agro-artisans. Je pense qu'on pourra rajouter la dimension industrielle maintenant que je vois l'ampleur que peut représenter notre installation. On est d'ailleurs dans un ancien bâtiment industriel de la vallée du Cailly, donc il y a toute une histoire, encore une fois, qui nous précède. Au Houlme, hein, on exactement, une commune dont le nom veut d'ailleurs dire en vieux viking le fond de vallée. Donc beaucoup de choses s'emboîtent. Il y a vraiment la dimension historique, la dimension agro-artisanale, agro-industrielle et la dimension équipe, talent, équipe de gens différents surtout. C'est presque la vallée de Dana. Hein, on se souvient du groupe qui chantait ça. On est là autour du monde viking. Moi, c'est important de le dire. C'est parce que j'ai baigné dans une culture bretonne forte que je me suis dit pourquoi mon grand-père ne me parle pas assez de la culture normande. Qu'est-ce qui fait la culture normande? Il me parlait de Guillaume le Conquérant, mais c'était vague, c'était flou. Les Bretons, dès que j'allais à une fest-noz ou autre, c'était très limpide. Et je me disais, je préfère être breton que normand. Aujourd'hui, par mon choix de vie, je pense qu'il y a quelque chose à faire en Normandie d'équivalent. Alors, on reprend ce que vous étiez en train de dire sur la start-up industrielle. Je lisais un peu dans vos propos que vous étiez un peu peut-être en train de constater que c'était peut-être un peu plus dur que ce que vous n'imaginiez. C'est plus dur, mais c'est plus rassurant. C'est-à-dire que, même d'un point de vue financement, quand on a rencontré des acteurs financiers, quand on a parlé machine, et pas ligne de code, pas recrutement hors de prix pour un codeur indien ou que sais-je,
on a eu une oreille bienveillante, extrêmement pragmatique. Et moi, c'est ce qui me plaît. C'est que je pense qu'on est revenu de la Startup Nation, aussi bien au sens politique qu'économique, pour aller vers ce qu'on sait faire en France, créer des belles TPE-PME, y compris des TPE-PME qui viennent des ETI ou des grands groupes, mais avec une vraie vocation, une vraie simplicité au lancement, en fait. Quelque chose qui a la tête froide, quelque chose qui moi j'aime bien dans l'identité justement viking, ce côté, on part avec une certaine gravité. Et mes associés et moi, on n'aime pas l'univers startup, que ça se sache, parce qu'on le trouve déraisonnable. Il y a des gens qui font des merveilles, hein, mais nous, c'est pas notre sensibilité. C'est intéressant de vous écouter dire ça, parce que ça paraît presque politiquement incorrect. Ça l'est, on l'assume pleinement. Je pense que c'est aussi une partie du charme du milieu brassicole. Il est un peu punk sur certains points, il est un peu révolutionnaire. Mais ce qui est intéressant aussi, je permets de prolonger sur ce point, c'est que nous, on a vu également dans ce milieu un peu parallèle des choses qui n'allaient pas en termes de respect des normes d'hygiène, de financement, d'outils industriels. Et donc on est la fusion entre le côté rebelle de l'artisan et le côté rigoureux du chef d'entreprise industriel. On met les deux en regard l'un de l'autre et on respecte à 100% les apports de chacun. Vous êtes un entrepreneur, 25 ans, nous sommes en 2019. Quelle est votre définition de l'entrepreneur aujourd'hui? Et puis, vous garderez en idée ma deuxième partie de question. Sur quoi bute aujourd'hui globalement l'entrepreneur? Pas forcément vous en particulier, mais l'entrepreneur en général. Alors l'entrepreneur aujourd'hui, pour moi, il est déjà très diversifié dans sa trajectoire, dans son parcours, dans ce qui l'amène à entreprendre. Aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes, de plus en plus d'ailleurs. Ça, c'est une bonne chose. De plus en plus de femmes, oui. Exactement. Ensuite, je distingue l'ampleur du projet. C'est-à-dire que malheureusement, souvent, le mot entrepreneur, il est très généraliste. Avant, on aurait parlé de capitaine d'industrie, on aurait parlé de chef d'entreprise, qui est un mot que je préfère sur beaucoup de points. Entrepreneur, c'est pas la même chose si vous êtes auto-entrepreneur ou à la tête d'une TPE de 20 personnes. Il est très diversifié, c'est le mot pour moi le dénominateur commun, parce qu'il correspond à des envies, beaucoup, des envies qui se confrontent ensuite à la réalité. Et je pense qu'en France, vraiment, on va vers un entrepreneuriat sobre. De plus en plus, les gens arrêtent de se rêver Mark Zuckerberg ou Bill Gates parce que c'est pas réaliste et que la réussite personnelle et professionnelle, elle peut être liée à des projets beaucoup plus simples, bien menés, plutôt qu'à des spéculations ou des envies, entre guillemets, un peu bulles, un peu spéculatives. Donc, moi, c'est ça ma définition. Et seconde partie, le hasard fait que j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs au cours de mes études et jusqu'à aujourd'hui. Le plus difficile, c'est de s'entourer. C'est-à-dire qu'on est seul, très souvent seul, même quand on a une belle équipe, comme c'est mon cas. On prend beaucoup de décisions tard le soir, qui doivent être prêtes le lendemain matin. Et cette solitude du dirigeant, elle est valable aussi dans d'autres milieux, milieu artistique, milieu politique, et elle est à 25 ans aussi pesante qu'à 50. J'ai juste pas de famille, et ça c'est une chance pour l'instant de pouvoir effectivement être relativement tranquille. Vous citiez quelques grands noms de dirigeants d'entreprises mondiales. Je vous donne le choix. Si c'était possible, vous seriez Jeff Bezos d'Amazon ou Elon Musk de SpaceX et Tesla? Sans hésiter, Elon Musk. Voilà, je vous facilitais un peu la réponse, mais je m'en doutais, et, évidemment. Difficulté à financer tout ça? Première difficulté, c'est ce qu'on appelle le love money, donc l'argent des proches, qui à la fois, on pense qu'il est mobilisable facilement, et nous on a eu des gens qui étaient proches de la famille, qui ont dit moi je mets tant, et parfois des sommes importantes, pour qu'au moment où on vient avec le papier pour signer, eh bien cette somme-là elle n'arrive pas. Et vous vous retrouvez avec une somme en dessous de ce que vous espériez. C'est que des désillusions à entreprendre, en permanence, sauf que vous repartez, un peu comme un grand 8, vous repartez sur une nouvelle boucle, parce que vous avez la boucle d'après en tête. Et donc la première mobilisation, c'est la plus dure. Ensuite, vous allez voir le banquier, et si vous avez un apport suffisamment conséquent, il y a un jeu de levier qui se fait. En France, on a cette chance d'avoir des leviers qui n'existent pas tant que ça, pour bien connaître la scène californienne, pour y être allé. On ne vous donne pas d'argent aussi facilement. En tout cas, d'un point de vue aide publique, garantie, il n'y a pas ces mécanismes-là. Par contre, vous pouvez lever plus, mais c'est plus rare. Et en fait, je pense que ça, c'est un point très important à mes yeux. En France, les réussites sont plus nombreuses, mais plus sobres. Aux États-Unis, elles sont beaucoup plus clinquantes et mondiales, mais plus rares. Oui, ce qui produit aussi une difficulté, c'est qu'on sait bien que deux entrepreneurs qui se ressemblent, l'un en France, l'autre aux États-Unis, qui sont concurrents, l'Américain réussira à lever beaucoup plus et à progresser plus vite. Enfin, c'était une parenthèse. Alors, vous avez dit qu'aujourd'hui, c'était pas facile de vivre. Alors, comment ça se passe? C'est papa-maman qui finance? Alors, c'est effectivement... Seriez-vous le Tanguy de 2019? Le Tanguy de la bière. Le Tanguy de la bière. Il
y a un petit peu de ça. Je pense que tous les gens qui entreprennent et qui peuvent regarder notre échange se retrouveront. Au début, vous vous dites comment je vais faire pour avoir une activité qui est à 200% et avoir de quoi faire rentrer un peu d'argent. Vous n'êtes plus en études. Vous n'avez plus cette liberté que vous avez quand vous êtes étudiant de dire je prends 10 heures par semaine et je fais rentrer un peu de sous. Vous n'avez pas ces 10 heures-là. Et du coup, le deal est très important et toutes les familles là-dessus ne se ressemblent pas. Moi, j'en ai une qui croit tellement dans mon projet, parfois peut-être même plus encore que moi, qu'ils ont dit on va faire les efforts nécessaires pour que tu aies ces quelques centaines d'euros pour payer ton loyer et manger et travailler à côté. Donc oui, c'est pas toujours facile, mais l'adrénaline... Non, mais surtout que ce que vous nous avez dit, c'est que l'opérationnel, ça va venir en 2020. Ça veut dire que les premiers produits, donc les premières ventes, ça sortira pas avant 1 an et demi, on va dire, à minima. Alors, je vous rassure, l'avantage de la bière, c'est que artisanale, elle met 3 semaines à être produite. D'accord. On estime qu'il va falloir 3 semaines de rodage, c'est-à-dire que pour nous, février-mars... Mais le temps de recevoir le matériel de production, le temps de l'installer, le temps de le tester, de le roder. On sera prêt dans 6 à 7 mois, grand maximum. Donc les premiers produits sortiront. Oui. Donc, c'est l'avantage aussi d'avoir bien travaillé en amont le recrutement des profils et le travail sur les recettes, c'est qu'en fait tout est déjà prêt dans les tubes, quoi. Donc on refait un rendez-vous avec dans 8 mois et puis par contre là la table elle sera garnie de produits parce qu'on est un peu frustré, hein, évidemment. Développer l'entrepreneuriat, c'est bien sûr se frotter à la concurrence. Vous n'ignorez pas que dans la région il y a un garçon qui s'appelle Dominique Camus qui produit et qui a installé une entreprise qui s'appelle Northman, la bière des hommes du Nord. Il fabrique d'ailleurs de la bière et du whisky. Est-ce que effectivement cette aventure qui démarre, qui est la vôtre, ne marche pas sur les plates-bandes de ce Dominique Camus, qui est aussi un entrepreneur tout à fait intéressant? Alors ma réponse va se faire en 2 temps. Premier point, quand l'idée de Ragnar a émergé, elle a émergé dans ma tête sans connaître le marché de la bière normande. Ça a été vraiment une envie spontanée. Et ensuite, évidemment, vous faites votre étude de marché. C'est la moindre des choses. Donc vous connaissez Northman? Je connais bien Northman. On va même, dans quelques jours, se retrouver à la taverne de Thor, qui leur appartient, pour un événement avec Maître Gonel Tirel autour d'un financement d'un projet de Drakkar. Parce que justement, ça vous ressemble. Vous vous dites que vous voulez développer des événements et Northman ne fait pas que produire, développe aussi des événements. Ils vont même produire de la bière à Norwich, en Angleterre. Oui. Alors, pour nous, il y a une différence fondamentale, c'est que nous ne sommes pas fermiers. C'est-à-dire que la force de Northman, c'est déjà d'être là depuis 22 ans. C'est d'être, pour le coup, des vrais agro-artisans. Nous, on est agro-artisans parce qu'on surveille chacune de nos denrées, mais eux la produisent. Donc là, ça change tout. Et surtout, les événements que nous voulons proposer rentrent en complémentarité avec ce que fait Northman. Notre but, c'est pas d'être même si on est viking et qu'on peut être un peu frontal, notre but n'est pas de faire un champ... de faire une place dans un écosystème qui est préexistant au nôtre. Le but, c'est qu'il y a une autre brasserie viking près de Caen également, qui tourne autour de la mythologie viking, c'est leur ligne éditoriale, si j'ose dire. Notre but, c'est de fédérer ces gens-là, de faire des cuvées, des brassins à 3, ce qu'on appelle des collaborations, et d'être dans un rapport ouvert. Après, on verra comment c'est reçu. Mais il n'y a pas de logique de confrontation ou du jeune qui remplace le plus âgé, bien au contraire. Par contre... On peut même imaginer que vous développiez des partenariats. Mais complètement, et c'est ce qu'on souhaite. Et le mois de septembre est très chargé, on parlera rapidement des petits projets à venir. Mais sur le mois d'octobre, on a une proposition à faire à tous nos collègues qui peuvent nous regarder aujourd'hui, aux 80 brasseurs de la filière normande. Donc on leur fera suivre un document pour fédérer nos efforts en tant que brasseurs, travailler ensemble et faire émerger une belle filière normande où on mettra les efforts qu'il faut, nous, Ragnar, pour que ça se fasse. Vous n'êtes pas normand, vous n'êtes pas rouennais, vous êtes installé dans la région là depuis 1 an. Sur quoi on bute quand on n'est pas du coin, quand on est hors sein, comme on dit, on vient d'ailleurs? J'aime bien le mot, effectivement, ça parle à l'historien, c'est un mot typiquement normand. Je ne me suis jamais senti comme un hors sein ici. C'est-à-dire qu'il y a cette chance énorme d'être pas très loin de Paris. Donc au début, les 2 premiers mois, j'ai pu retourner voir ma famille sans trop de soucis, mes amis. Mais très rapidement, j'ai mis une distance. C'est-à-dire que je voulais vraiment être tranquille dans ma nouvelle ville, que j'aime énormément. Et surtout, je ne me suis jamais senti francilien ou parisien. J'ai vécu dans le Val d'Oise majoritairement. Et j'avais envie de retourner à l'ouest, c'était Bretagne ou Normandie. Mon grand-père vient de la Lucerne d'Outre-mer, donc c'est pas la région rouennaise du tout, c'est à l'autre bout de la région. Mais je me suis ancré ici, je me suis beaucoup promené dans les différents quartiers de la métropole de Rouen. J'ai voulu sentir dans quel rythme de vie, quelles habitudes je m'intégrais. Et ensuite, il y a eu un moment déclencheur important, il faut le dire. À partir du moment où, entre guillemets, on commence à rencontrer les Rouennais, c'est à l'hôtel de Bordeaux, lors d'une conférence organisée par Marine Caron autour de la gastronomie et des territoires normands. J'y suis allé parce que c'est exactement ce qu'on cherche à porter. Et là, j'ai rencontré des gens qui, par la suite, m'ont permis de comprendre, d'ouvrir certaines portes, de m'intégrer dans le tissu. Ce qui fait qu'au bout d'1 an, je me sens rouennais à tel point que je fais venir des gens, des amis d'un peu partout, y compris de l'étranger,
pour découvrir la ville. Je suis un peu VRP le week-end, voilà, et je prends un grand plaisir à le faire. Et c'est la première fois de ma vie où je me sens attaché à une ville à ce point-là. Avant, c'était plutôt je suivais mes parents et la famille, les études, quoi. On vous sent réfléchi, on vous sent déterminé. Vous avez dit que le doute aussi était là, c'est plutôt rassurant. Par rapport à ce que vous imaginez de ce développement à venir, qu'est-ce qui vous fait peur? Sur quoi vous craignez de buter? Parce que forcément, il y a de cela. Alors ça peut paraître très affectif, mais c'est le cas. Nous, on est un produit de cœur, on n'est pas une application, on n'est pas une machine destinée uniquement à des industries que les gens ne voient jamais. On est un produit de contact, on est un produit effectivement de racines. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on va réussir à parler au cœur des Rouennais et des Normands? Est-ce qu'on va réussir à réveiller en chacun, y compris ça reste un doute, ça. C'est un doute énorme, parce que vous êtes sur un produit qui ne forcera pas la porte des maisons, des frigos ou des bars. C'est une adoption. Vous prenez une Guinness qui est un de nos modèles, parce qu'il y a une connexion. Il y a 5 millions de Guinness consommés chaque jour en Irlande parce que les Irlandais se reconnaissent dans la Guinness. Est-ce que demain, les Normands se reconnaîtront dans la Ragnar et dans nos différentes recettes et gammes? Ça, c'est mon doute principal aujourd'hui. Alors, pour autant, Pierre-Marie Soula, quand on vous questionne et quand on vous demande si vous êtes certain que ça va marcher, vous répondez sans hésitation. Vous dites « oui, j'en suis sûr », comme si c'était inscrit profondément en vous. D'ailleurs, ce qui pose question, ce qui peut étonner, ce qui peut même émerveiller d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est là où c'est marrant que le doute que vous exprimez d'ailleurs avec beaucoup d'humilité côtoie une espèce de grosse certitude. Vous dites « oui, ça va marcher, j'en suis sûr ». C'est bien ça, c'est ce que vous dites. Ah, mais totalement. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas incompatible. Il y a la partie émotionnelle, il y a la partie, je dirais, profonde qu'on partage entre tous les associés et qui ne peut pas être masquée. Encore une fois, l'entrepreneur super-héros, vous parlez d'Elon Musk, lui, c'est un cas à part, hein, mais tous les entrepreneurs sont des gens faillibles, des gens qui doutent tout le temps. Sur la partie où, par contre, je suis absolument sûr, c'est qu'aujourd'hui, en Normandie, il n'y a pas assez de bière normande consommée. On consomme plus facilement la bière américaine, allemande, bretonne, donc ça vient de partout. 95% de ce qu'on consomme est étranger à la région. C'est scandaleux. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est à 20%, en Angleterre, 18%. C'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre qui peut être occupée collectivement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nous, la Ragnar, prendre toute la place qu'il y a, ce n'est pas le but. Mais il va falloir que la filière normande des bières prenne la place qui lui revient. Et nous, en tout cas, on ne va pas attendre que les industriels continuent à atterrir dans la shop des Normands. Et ça, c'est ma certitude aujourd'hui. Un produit qui correspond aux Normands, qui est fait ici avec à terme des ingrédients normands, parce que pour le moment, tous les ingrédients viennent aussi d'ailleurs, malheureusement, pour tous les brasseurs, pour la plupart des brasseurs. Et donc ce pari, cette certitude, elle vient du fait qu'on va jouer une rencontre avec un territoire qui a besoin de ça, et ça se passe comme ça partout ailleurs. Donc il n'y a pas de raison que les Normands, même s'ils aiment bien faire les choses différemment, n'aillent pas dans cette tendance-là, qui est une bonne tendance. Question courte, réponse courte. Demain matin, je crée une entreprise, je viens vous voir, je viens solliciter votre conseil. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un conseil. Et qu'est-ce que vous me dites que je dois redouter? On fait dans le simple, mais on s'achemine vers la fin du programme. Le plus dur... Votre meilleur conseil? Mon meilleur conseil. Et votre plus grande mise en garde, à la hauteur de votre expérience, dont on a compris qu'elle était celle d'un garçon de 25 ans. Trouvez vite un associé. Un. Pas 8, mais 1. Parce que moi, j'ai passé 3 ans quasiment seul. Benoît, qui est dans la salle, m'a rejoint il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et maintenant, on est 7. Donc, c'est vraiment... au début, vous partez seul. Et très rapidement, il y a un effet domino. Donc, le meilleur conseil, c'est si vous êtes seul, les banques le disent souvent d'ailleurs, hein, vous n'allez pas tenir bien longtemps. Entourez-vous de gens. Et surtout, ça c'est le point de nuance, intéressez-les au sens global. Au niveau du capital de l'entreprise, au niveau des missions que vous leur confiez, et surtout de leur progression personnelle. Et qu'est-ce que je dois redouter le plus? De rester seul. Parce que ça arrive aussi des projets en fait qui ne trouvent pas... l'entrepreneur reste toujours seul, même s'il est bien entouré. Alors oui. Dans ses décisions finales. C'est vrai, mais je vais nuancer. Je suis très content plusieurs fois de prendre mon téléphone ou de prendre mon mail, d'envoyer à Pierre, à Benoît, à Quentin, qui est également dans la salle, un message pour leur dire est-ce que tu peux faire ça? Et de savoir que ça va être fait, parce que j'ai confiance et que c'est des gens qui sont
d'une grande solidité. On a compris votre position par rapport à la Startup Nation. Vous vous apprêtez à vivre une aventure industrielle. Pour autant, quand on tape sur Google Pierre-Marie Soula, dans les premières lignes apparaît votre compte Instagram. Et quand on regarde le contenu de votre compte Instagram, on voit énormément de très très belles photos, des photos de patrimoine, des photos très léchées. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vous qui les faites toutes. Prise à l'iPhone. Oui, prise à l'iPhone, d'accord. Au débeauté. Ça donne un côté très très esthétisant. Ça raconte quoi de vous ? Je pense qu'il y aura toujours le côté histoire et art en fond, et tant mieux, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans les tableaux Excel, etc., mais le fond de cuve, si j'ose dire, sera toujours orienté vers ça. Et puisque vous avez vu mon Instagram, moi j'aime ce qui est atypique, j'aime ce qui est différent, j'aime ce qui est hybride, j'aime ce qui sort du lot, mais avec un côté un peu patiné, avec des racines. Donc, alors tout à l'heure, je vous ai taquiné avec Tanguy, là je vais vous taquiner un peu à nouveau. Vous m'inspirez quelqu'un que je vois à la télé, qui est un joker dans les journaux institutionnels de France 2. Faites penser à Julien Bugier. Je dis toujours à une de mes filles, tu vois, Julien Bugier, c'est le gendre idéal. Est-ce que vous ne seriez pas le gendre idéal ? Mais encore une fois, permettez-moi de vous taquiner. Au-delà de ça, la question qui suit, c'est quel est votre plus gros défaut ? Alors non, je ne suis pas le gendre idéal, je peux piquer... Vous n'êtes pas non plus Julien Bugier ? Non plus. Loin de là. Mais je pique des très grosses colères facilement. Ah ouais, C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas un faux calme, ça c'est pas vrai, mais les associés présents m'ont déjà vu, je peux devenir extrêmement sombre, c'est peut-être le côté viking et tempétueux, quand il y a de la résistance sur des choses que j'estime injustes, des délais non justifiés, etc. Je n'implique jamais les personnes, et souvent les rouages et l'emboîtement des faits. Mais ça peut me mettre dans une colère noire. Et tout ce qui est plagiat, copie, imitation, en lien avec ce que je vous ai dit par rapport à Norseman, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas d'éthique, y compris dans notre secteur, et moi ça me dérange, parce qu'on peut prospérer en étant éthique. Bon, pour autant, tout se résout sans se mettre en colère. Hein. Mais ça, vous l'apprendrez plus tard, oui, peut-être. Hein. On fait quelques années encore sur notre chemin de vie. On termine. Alors, traditionnellement, dans J'ai rendez-vous avec, voilà, on regarde cette caméra-là, c'est la vôtre. Qui vous nous conseillez de recevoir dans les prochains mois, à votre place ? Alors moi, j'aimerais me proposer à Benjamin Le Chevalier de venir ici même. C'est quelqu'un que j'ai rencontré justement au Borterould il y a quelques mois. C'est un chef étoilé, c'est un chef qui, en plus de ça, a une compréhension très fine du territoire rouennais. L'ancien chef de l'origine, hein, exactement, qui a développé 3 nouveaux concepts, Place Cauchoise toujours. C'est quelqu'un qui a une double lecture, le territoire et la gastronomie d'entreprise. Et je pense qu'il a des choses à dire. Notre prochain intervenant, ce sera le groupe Jod, j'espère que je prononce bien. Vous savez, le groupe Jod, il a été célébré et il a reçu un César pour la meilleure musique de film. Le film, c'était Guy, très beau film d'Alex Lutz. Regardez-le, moi je l'ai vu, c'est une performance que fait Alex Lutz. Quelles questions vous voulez leur poser ? Alors, elle est assez simple. Maintenant que vous avez connu le succès, parce que c'en est un, comment gérer l'après ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis au stade où on gère beaucoup de contraintes et de pseudo-échecs, de déceptions, de désillusions, de retard. Vous avez atteint le nirvana de votre profession. Quelle est la phase 2 ? Comment on rebondit après ça, finalement ? Comment on repart sur une nouvelle victoire, un nouveau projet collectif ? Merci beaucoup Pierre-Marie Soula, le fondateur de la brasserie Ragnar s'est inscrit là sur son beau blouson. Bien sûr, ça donne envie de passer beaucoup plus de temps avec vous évidemment, mais soyez sûr d'une chose, c'est que nous allons vous suivre. On va avoir à cœur de regarder ce que vous allez devenir et puis, encore une fois, évidemment, on a envie de consommer tout prochainement. Merci beaucoup au public qui s'exprime tout de suite. Voilà. Puis merci à vous qui allez nous suivre chaque mois. Voilà. Vous savez, dans ce moment, et encore une fois, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus, dans cette époque où tout va pour le clic, tout va pour le court, tout va pour l'éphémère, il faut faire des vues avec des programmes très courts. Ici, chez Now Coworking, on prend le temps de donner la parole à des gens qui en valent la peine, on prend le temps de les écouter. Et ça vaut bien le temps de se poser une petite demi-heure tous les mois. Voilà, merci à Ludivine Bunel qui a préparé cette émission, merci à Audric et à Adrien Pulby qui l'ont réalisé au mois prochain, toujours dans les locaux de Now Coworking.